savez, ce matin, on a présenté en quelque sorte, c'est un gros mandat, l'éducation. Donc, sur 20 ans, on veut faire beaucoup de choses. Vous avez vu, au niveau des objectifs, on a vu ça à court, à moyen et long terme. On ne peut pas tout faire en même temps. Les choses qui doivent se faire sur 20 ans, mais il faut bien les commencer. Parce que si on attend dans 10 ans, ben, on risque finalement là, de ne pas arriver selon l'échéancier déterminé. J'ai le grand avantage cet après-midi, c'est que de vous présenter 3 projets que nous appelons projets structurants. Et Samuel va faire le pont avec ce que je vais présenter. Donc certainement, il y a comme des entrées, des sorties, donc ce qui fait en sorte que je ne vous parlerai pas de chiffres cet après-midi, parce qu'il faut véritablement aller sur le terrain, prendre, même si on est en lien avec, le pays, mais il n'en demeure pas moins que ce que nous voulons illustrer, c'est davantage la réalisation de choses qui peuvent se réaliser rapidement. Donc, essentiellement, il s'agit, dans un premier temps, de la création de ce qu'on appelle un dispositif d'accueil permanent. J'en ai parlé ce matin, mais là, c'est peut-être le temps là, de dire un petit peu à quoi ça ressemble, pour des formations qui seront assurées par des personnes venant de l'étranger. Je pense que je n'ai pas besoin de faire beaucoup de dessins. Il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont tenté, et puis qui sont allés, et qui ont vécu des inconforts. Et puis, si on veut réellement déployer des ressources de personnes qui offrent de leur temps, il faut pouvoir les loger quelque part. Il faudrait trouver des salles avec des équipements nécessaires pour pouvoir faire de la formation, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine parasismique, autrement dit, dans tous les domaines. Et je n'insisterai pas trop là-dessus, mais il s'agit, dans le fond, d'un équipement. On parle de dispositif. Cela veut dire que c'est de créer les moyens, faciliter les personnes pour favoriser, je dirais, une intervention directe, de qualité, et qui donne des résultats à court et à moyen terme. Donc, à cet égard, on veut tout simplement que ça répond à un besoin qui a été exprimé. Moi, je peux vous dire que depuis certainement 10, sinon 12 ans, cette idée-là est dans l'air. Ça existe dans d'autres pays. Mais je faisais une boutade en disant que ça pourrait devenir une maison du Québec en Haïti, pourquoi pas. J'étais mi-sérieux, mais là, je pense que je vais devenir de plus en plus. S'il y a des journalistes dans la salle, là, il faudrait dire que nous cherchons justement un partenariat pour mettre sur pied ce dispositif, parce que nous y croyons. Donc, permettre à des formateurs venant de l'étranger de se concentrer de manière efficace sur leurs tâches principales, sans avoir à se soucier de l'organisation logistique. Dans un premier temps, explorer pour une maison d'accueil ou un centre multifonctionnel qui pourrait être installé sur la côte des Arcadiens. Je dis ça, mais écoute, c'est parce que écoute, à un moment donné, il faut situer, hein, comme il y a peut-être des gens de Jacmel qui vont dire non, moi je veux ça à Jacmel, ou des gens d'Écaille. Mais il faut situer ça quelque part, juste dans l'imaginaire, c'est pas très très loin, donc dans le fond c'est à peu près à une 60aine de kilomètres de Port-au-Prince. Et à terme, on pourrait construire 4 de ces dispositifs dans tout le pays. Un dans le nord, un dans le sud, un dans l'est, et l'autre dans l'ouest, pourquoi pas. Pour permettre véritablement, d'ici, je dirais, les 10 prochaines années, d'avoir un déploiement rapidement dans le pays et faire en sorte que la véritable décentralisation puisse se faire par ce dispositif. On verra tout à l'heure s'il y a des alliances à faire dans le projet très très intégré que Samuel présentera, mais il n'en demeure pas moins
Le souci au niveau de l'éducation, c'est de se doter d'espaces, de lieux, d'infrastructures pour pouvoir être efficace et offrir des formations de qualité. Donc, il y a bien sûr toute la logistique à cet égard, comme quelqu'un, par exemple, qui arrive à l'aéroport, qui est pris en charge très, très rapidement, et ainsi de suite. Je passe vraiment très, très rapidement, mais j'insisterai sur un élément dans ce dispositif-là. Il faudrait qu'il y ait des équipements informatiques adéquats, avec un réseau local et des possibilités d'extension avec des centres satellites qui pourraient se déployer dans d'autres villes, parce qu'on va y aller graduellement. On ne pense pas que dès l'an prochain qu'on va avoir 4 dispositifs de ce type-là, je dirais dans les 4 points cardinaux du pays, mais à tout le moins, si on en a un, il pourrait déjà là être un satellite qui pourrait se déployer ailleurs. Donc, on se dit, il faut commencer, au moins par explorer. Et dans l'exploration, tout d'un coup, on trouve quelque chose qui existe déjà, qui répond finalement aux objectifs qu'on a dans la tête. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'il faudrait apporter des adaptations, mais vous comprendrez que l'idée, ce n'est pas de faire traîner cela, c'est d'y arriver le plus rapidement possible avec ça. Donc, ce qui serait souhaitable, c'est que l'été 2011, que ce dispositif-là, à tout le moins le premier, là, existe. Pour qu'on puisse démarrer ce que je vais dire finalement, et je vais enchaîner avec le deuxième projet, qui est ce qu'on appelle des universités et des écoles d'été. Vous savez, avec tout ce que cela représente, en lien avec ce que je mentionnais ce matin, ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est peut-être des outils ou du moins un dispositif pour permettre justement de faire naître l'idée d'université et d'école d'été. On n'en aura jamais assez dans le pays et dans le fond c'est à défaut d'un concept, je dirais toute l'année, qu'on parle d'école et d'université d'été, mais au fait c'est pour dire que, parce qu'il y a bien l'école d'été ou l'université d'été de Montréal, il y en a à Berlin, il y en a un peu partout finalement sur la planète. Mais l'idée principale, c'est d'avoir une activité à tout le moins, à chaque été, et moi je dirais au moins au cours des 10 prochaines années. Et pourquoi pas sur les 20 prochaines années. Qui va faire en sorte que, au niveau de la formation professionnelle et technique, parce que dans le fond, là, c'est le premier lieu de notre démarrage. Si je veux être conséquent, si demain matin, on nous donne les moyens, le premier lieu qu'il faut investir, c'est au niveau de la formation professionnelle et technique. Renforcer les capacités, former des gens qui n'ont pas la formation, mais qui démontrent des aptitudes à pouvoir justement y travailler. Donc, nous avons besoin de la main-d'œuvre qualifiée, et à cet égard-là, il faut y aller tout de suite et le plus rapidement possible. Donc, c'est un concept qui, dans le fond, école, université d'été, c'est de pouvoir offrir justement de la formation. Mais je dis bien, ce n'est pas des séminaires à gauche et à droite, mais vraiment là dans un cursus. Et il n'est pas dit qu'on va, je le dis tout de suite, on ne va pas, le concept, il est là pour renforcer les capacités des institutions qui sont déjà sur place. Le GRAD ne va pas créer d'université. Le GRAD ne va pas créer d'école non plus. Mais le GRAD va venir en appui, en concertation avec les institutions du pays pour les renforcer, pour renforcer leurs capacités et donner de la formation, parce qu'on a plein de gens de la diaspora dans toutes sortes de domaines. Il y en a qui sont à la retraite, il y en a qui sont encore actifs. Il y en a aussi des fois qui ont des 6 mois de sabbatique, d'autres qui ont 1 année de sabbatique. Donc on veut vraiment réunir toutes les forces vives. Et on va commencer avec université, école d'été, mais peut-être qu'après la première année, il va falloir changer le nom, parce qu'on voudrait avoir des gens pendant 12 mois. Donc vous comprenez, si vous comprenez le concept, je pense que je n'ai pas besoin d'insister beaucoup là-dessus.
La seule chose que je voudrais faire, c'est que, et une fois qu'on a dit ça, il faut bien sûr avoir, je dirais, prendre le temps d'évaluer les besoins, faire un diagnostic réel sur le terrain. Donc, quels sont les domaines qui doivent être ciblés, combien de formateurs, pour combien de bénéficiaires, offrir des programmes adaptés au niveau des bénéficiaires en priorisant des domaines spécifiques, établir des partenariats avec des institutions étrangères pour la délivrance des attestations et des diplômes. Il y a beaucoup de bailleurs de fonds, certainement, qui accepteraient, dans la perspective de donner un renforcement en termes de capacité, en termes de développement de compétences, d'investir dans la formation. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles notre démarche va être une démarche qui va tenir compte d'abord et avant tout le support et l'appui d'institutions reconnues qui ont fait leurs preuves, non seulement au Canada, au Québec et à l'étranger, mais également aussi qui peuvent apporter la même contribution à l'intérieur du pays. Donc à cet égard, il faudrait qu'on aille bien en priorisant des programmes qui sont axés sur la formation des formateurs et également aussi là où il y a des pénuries de main-d'œuvre. Donc, c'est sûr que je passe très rapidement à deux niveaux dans un premier temps. Parce que dès cet été, nous voudrions lancer l'idée. Et lancer l'idée, c'est de faire ce que je viens de vous dire. On ne peut pas dire, ben écoutez, là, au mois de juillet ou au mois d'août, on va aller faire de la formation en Haïti. Ce n'est pas possible. Puis de toute façon, comme je disais ce matin, il faut arrêter d'agir dans l'urgence. Prenons le temps de bien faire les choses. Donnons-nous le temps d'aller sur le terrain, de travailler avec le pays intérieur qui, autrement dit, le diagnostic en termes de besoins, il faut le faire avec les autorités et avec les institutions qui sont concernées. Nous allons nous offrir en termes de capacité, en termes de renforcement, en termes de développement de compétences, plutôt que de faire à la place de. Nous allons faire avec. Et les domaines qui ont été ciblés, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire. Si dans je dirais les cibles, le textile et l'habillement, le tourisme et l'écotourisme, les télécommunications et l'externalisation des services, également aussi la construction. Donc, je passe dans tout à l'heure, je répondrai finalement aux questions, mais je voudrais au moins, si vous me permettez, Madame la Présidente, je voulais juste dire un mot sur la nécessité d'offrir, pendant que nous allons sur le terrain, c'est en même temps aussi de faire ce diagnostic-là au niveau de la formation initiale et continue des enseignants et des gestionnaires scolaires. Parce qu'on sait, avec ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de gens qui sont décédés. Mais déjà, il fallait renforcer la capacité avant le 12 janvier. Donc aujourd'hui, c'est devenu encore 2 fois, sinon 3 fois plus réalité. Donc il faut vraiment travailler dans les deux sens. Et à cet égard, j'ai un tableau que je n'ai même pas le temps de vous présenter, mais c'est juste pour vous dire qu'on y a pensé. Et en tout dernier lieu, parce que je veux juste introduire mon collègue Samuel Pierre, juste une minute. La dernière chose qu'on voudrait faire, c'est d'instaurer ce que nous appelons une radio scolaire ou une radio éducative, si vous préférez. On sait que c'est... Autrement dit, il y a des gens qui vont dire, ben, ça existe déjà en Haïti, on le sait. Voyez-vous, ce que nous voulons faire, ce n'est pas de faire à la place, mais c'est de renforcer. C'est d'aller, je dirais, favoriser, on dit vers une coopération par la communication, une radio au service du développement socio-territorial haïtien qui tient compte de l'éducation et du rayonnement culturel. Et je n'ai pas le temps finalement de développer parce que tout à l'heure Samuel va bien sûr en parler. Mais je voudrais simplement dire, juste simplement dire que par la radio, c'est un moyen très économique de rejoindre une masse de population. Donc, je pense que c'est vraiment structurel.